RCF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCF Vendée en direct ou en podcast. Vous le savez, RCF Vendée, première radio chrétienne et de proximité en Vendée. Le conservatisme a-t-il de l'avenir ? C'est la question que se poseront les étudiants de l'ICES, Institut catholique de Vendée, en compagnie de leurs invités ce soir pour une table ronde autour d'un de leurs professeurs, Guillaume Bernard, politologue, maître de conférences en histoire des institutions et des idées politiques, auteur de La guerre à droite aura bien lieu et collaborateur d'un récent dictionnaire du conservatisme paru aux éditions du Cerf. Et puis un invité qui nous vient d'un petit peu plus loin, du Québec, et j'espère que la météo lui conviendra aujourd'hui. Mathieu Bock-Côté, sociologue francophone et francophile, chargé de cours à HEC Montréal, fin observateur de la vie politique au Canada mais aussi en France, chroniqueur régulier pour le Figaro Vox. Il est l'auteur du Multiculturalisme comme religion politique, paru en 2016 aux éditions du Cerf, et cette année, le nouveau régime essai sur les enjeux démocratiques actuels chez Boréal. Alors en avant-première et en direct sur RCF Vendée, ils ont bien voulu nous faire l'amabilité d'être avec nous ce soir. Mathieu Bock-Côté, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Guillaume Bernard, bonsoir. Bonsoir Thomas. Merci d'être avec nous aussi sur RCF. Guillaume Bernard, avant de donner la parole à Mathieu Bock-Côté... Ah oui, parce que c'est lui l'invité, c'est lui la star. Alors dites-nous tout de même pour quelles raisons vous avez voulu parler de cette notion de conservatisme ce soir à l'ICES. Pour deux raisons. D'abord parce que très matériellement, ce sont les étudiants qui se sont interrogés sur la chose et voyant la publication du dictionnaire dirigé par Frédéric Rouvillois, Olivier Dard et Christophe Boutin, eh bien ils s'y sont intéressés et ayant vu que j'y avais participé, eh bien ils sont venus m'interroger. Et puis la deuxième raison, eh bien c'est tout simplement l'ambiance générale, je dirais, de l'histoire des idées politiques, des forces politiques en France. On sent bien que cette idée conservatrice qui était abandonné, le terme n'était plus du tout utilisé, eh bien ça revient en force. Il y a des gens qui de nouveau se revendiquent du conservatisme. Est-ce parce que, eh bien, on est avec, je dirais, des hommes politiques qui ont perdu tout repère et qui essayent de se rattacher aux branches, de se rattraper aux branches, ou est-ce que c'est parce que il y a véritablement un courant de fond ? Moi, je pense que c'est plutôt parce qu'il y a un courant de fond. Mais enfin, le fait est que le conservatisme est à la mode et que donc par conséquent, dans un paysage politique où la droite, eh bien, est aujourd'hui un peu éparpillée, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien le conservatisme peut être une idée qui permettrait, je dirais, de reconstituer quelque chose. Et en tout cas, c'est un lieu de débat. C'est un lieu de débat intellectuel et c'est ce qu'on va, je crois, essayer de faire ce soir à l'ICES. Et ce soir sur RCF Vendée, on va essayer de comprendre donc le pourquoi de ce courant de fond qu'est le conservatisme. Mathieu Bock-Côté, je lisais sur vous dans un article de 20 minutes.fr, que vous étiez considéré comme une nouvelle voix de la droite conservatrice en France. Mathieu Bock-Côté, qu'est-ce que ça veut dire être conservateur en France au XXIe siècle ? Je précise que c'est pas un titre que je revendique, mais qu'on me prête. C'est quand même une chose qu'il faut dire. Je crois que la question du conservatisme s'impose. En fait, elle est contemporaine de l'émergence de la modernité. C'est-à-dire, la modernité, très rapidement, certains penseurs, certains intellectuels, on dirait aujourd'hui, certains philosophes comprennent très rapidement que la modernité en elle-même est porteuse d'une tentation, sinon totalitaire, à tout le moins une tentation effrayante, qui est celle de l'homme qui en vient avoir l'idée de son auto-engendrement. C'est-à-dire l'homme qui décide finalement d'être à lui-même son propre Dieu, disons ça comme ça, une société qui abolit toute limite, une société qui abolit tout rapport au passé, c'est le culte de la table rase, une société aussi qui a tendance, et ça on le verra, c'est l'histoire du totalitarisme, à vouloir inscrire dans l'histoire la programmation d'une société parfaite, d'une société qui, si nous le voulons vraiment, peut advenir. Dès lors, que faisons-nous avec ceux qui ne veulent pas de cette société parfaite ? C'est l'histoire aussi de la dissidence au XXe siècle. Alors, pourquoi je réponds d'abord avec ça ? Parce que le conservatisme n'est pas simplement un mot gadget qui surgit ici et là, ce n'est pas non plus une spécificité britannique ou française ou canadienne ou américaine, c'est un courant de fond dans la philosophie politique de la modernité, c'est ce que j'appelle celui de la modernité sceptique. Donc il ne s'agit pas, à la manière réactionnaire, disons, de congédier la modernité en bloc pour dire que nous n'en voulons pas. Il s'agit simplement de dire la modernité est notre condition historique, mais nous devons la civiliser en restaurant l'idée de limite, en restaurant l'idée de verticalité, en restaurant l'idée de frontières, en faisant en sorte, autrement dit, que la modernité ne s'accapare pas toute la définition possible du réel, en rappelant que l'homme a besoin de médiation, aussi l'homme a besoin d'appartenance. Donc le conservatisme revient en boucle, je dirais, dans l'histoire des idées un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est une
réaction à la modernité. Une réaction, mais entendu au sens où il accepte la modernité pour ensuite la civiliser. Et dès lors, ce que j'entends par là, c'est que dans la mesure où la modernité est presque naturellement portée à un mouvement de fond, ce que j'appelle le fondamentalisme de la modernité, c'est-à-dire qui un jour veut congédier tout ce qui n'est pas elle, le conservatisme, et ce qui rappelle d'une manière ou de l'autre la part éternelle de l'homme, les invariants anthropologiques, les invariants symboliques qui permettent à l'homme d'assumer sa condition. Alors politiquement, aujourd'hui, je vous réponds sur la France en un mot, je pense que une certaine droite, longtemps, je le dis à la manière d'un observateur, mais c'est surtout défini à la manière d'une non-gauche. Une certaine droite a demandé à la gauche à partir de quels critères de respectabilité elle devait s'inscrire dans l'espace public. Elle donnait sans cesse des gages d'ailleurs de respectabilité. Elle envoyait des signaux de soumission idéologique. Parce que c'est mal vu d'être conservateur dans notre société. Et pourquoi le conservatisme émerge aujourd'hui? Parce qu'une certaine droite, inversement, cherche à retrouver son propre langage, son propre imaginaire, sa propre manière de dire le monde autrement qu'à la manière d'une gauche d'avant-hier, cherche à renouveler sa manière de saisir le monde autrement qu'à la manière d'un progressisme modéré, autrement qu'à la manière d'une droite dite modérée parce que se jugeant toujours à partir des yeux de la gauche. Donc la droite, voulant réapprendre son propre langage, réapprendre son propre imaginaire, trouve dans le conservatisme un terrain dans lequel s'investir. À tout le moins, c'est ainsi que je le comprends. Qui incarne, selon vous, en France, ce mouvement conservateur ? Ça dépend ce qu'on entend sur le plan politique ou intellectuel. Je pense que chez les intellectuels, bien qu'il ne faudrait pas, je ne crois pas qu'il voudrait se faire embrigader ainsi, Alain Finkielkraut a très certainement contribué à renouveler l'imaginaire du conservatisme à travers tous ses écrits sur la notion de limite, justement, sur la finitude. Si on pense la pensée de Finkielkraut si on retrouve la pensée de Finkielkraut depuis le début des années 90, c'est une méditation sans cesse reprise sur la finitude. Pour ce qui est politiquement, je crois que différents courants ont cherché à se l'approprier, mais davantage à la manière de slogans électoraux qu'à la manière d'une réflexion de fond sur les enjeux de notre temps. On a parlé de la réémergence d'un courant conservateur en France, notamment d'un courant catho-conservateur depuis les manifs pour tous de 2013. Est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs sur le fait qu'on dise que c'est un mouvement conservateur, sur ce mouvement de la manif pour tous, et après ensuite, qu'est-ce qui explique dans la société la résurgence de ce mouvement conservateur? Il y a deux choses là-dedans. La première, je pense pas que je limiterais ça, soit dit en passant, à votre manif pour tous. Moi, si on cherche un point de départ politique, il faut remonter, je pense, je dirais même dans les années 90, le scepticisme devant l'Europe, je pense que ça en fait partie, mais plus politiquement, là, si on veut trouver une date plus récente, Sarkozy 2007. Bon, ce n'est que discours électoral, mais les discours électoraux sont faits pour répondre aux attentes populaires. Le discours de l'entre-deux tours, je pense qu'il était le discours de Bercy, où Sarkozy dit « Je vais congédier mes 68 ». Bon, évidemment, c'est un slogan, parce qu'on peut pas congédier d'un coup une époque ainsi. Mais cette formule envoie un signal, c'est-à-dire nous tournons la page d'une époque dans laquelle les aspirations à l'enracinement, les médiations historiques, l'aspiration à la limite, l'aspiration aussi un certain patriotisme ont été disqualifiés globalement au nom d'une forme de progressisme qui s'est radicalisé. Alors je pense que l'émergence du malaise conservateur en France, je le vois personnellement en 2007, et à partir de là, eh bien, différentes déceptions vont faire en sorte qu'il va s'exprimer sur un courant, sur un autre courant, sur un enjeu, sur un autre enjeu. Je ne suis pas certain, quant à moi, que la question dite anthropologique que vous venez d'évoquer à travers la manif pour tous soit la plus porteuse politiquement pour ce courant conservateur, cela dit. Est-ce que le populisme d'extrême droite comme d'extrême gauche, est-ce que c'est un conservatisme aussi? Non, ça dépend. C'est-à-dire le mot de populisme lui-même est un mot trouble qui on peut lui faire dire une chose de son contraire. Disons, cela dit, qu'il y a une défiance populaire aujourd'hui à l'endroit des élites plus largement. On peut aussi constater, et je pense que la question du conservatisme devient passionnante ici, le conservatisme surgit dans une société lorsqu'elle se questionne sur ses propres fondements, lorsque c'est sa légitimité même qui est remise en question. Donc la politique passe du registre comptable ou gestionnaire à une question existentielle, c'est-à-dire que voulons-nous conserver comme peuple, voulons-nous durer comme peuple? Et je pense que ces questions aujourd'hui, à travers ce qu'on pourrait appeler la question nationale ou plus largement la question de l'identité, c'est à travers ces questions-là que le conservatisme aujourd'hui sort des milieux où il était traditionnellement réservé pour ressurgir dans l'espace public. Et justement, les opposants au conservatisme ou au
conservateurs, ils vont vous dire que c'est par peur de l'autre, par peur de l'avenir, c'est à cause s'il y a l'émergence d'un conservatisme, c'est à cause d'un contexte social et économique incertain. C'est pour ça qu'on se retourne vers le conservatisme, comme si c'était plus rassurant de se retourner vers ce qu'on connaît. Qu'est-ce que vous en pensez de cette... Je pense surtout que ce sont des slogans. Moi, chaque fois que j'entends parler, par exemple, de la peur de l'autre, ou inversement d'ailleurs, de l'ouverture à l'autre, j'aimerais savoir de quel autre il s'agit. Je veux dire, moi, tous les autres sont pas interchangeables. Si l'autre, porte le niqab, bien sûr que j'ai un peu peur. Si l'autre, c'est tout autre chose, c'est quelqu'un qui, à partir de sa différence, veut néanmoins féconder notre société, eh ben, je lui tends la main. Ensuite, il y a la question de combien d'autres. C'est plus facile de s'ouvrir à 100 autres, à 1000 autres, qu'à 1 million d'autres, pour le dire à l'allemande ces temps-ci. Donc, de ce point de vue, moi, ce type de slogan, en fait, je pense qu'ils doivent surtout être démontés, ils doivent être décryptés, critiqués. Pour le reste, cela dit, je pense qu'il faut prendre au sérieux l'idée qu'aujourd'hui, devant cette modernité qui se présente comme un flux insaisissable, qui nous oblige à toujours tout déconstruire, parce que toute forme d'appartenance est vécue comme un cadre étouffant, comme une camisole nous limitant, eh bien, l'idée de redécouvrir l'idée de permanence, l'idée de redécouvrir ce qu'on pourrait appeler des continuités, le désir de durer, tout ça, ça me semble être des conditions même de l'expérience politique. Je dirais même que c'est des conditions même d'une modernité réussie. Mathieu Bock-Côté, vous êtes québécois, sociologue, vous êtes invité par l'ICES, Institut catholique de Vendée, pour une soirée sur le conservatisme. Le conservatisme a-t-il de l'avenir? C'est la question que les étudiants de l'ICES vous poseront. Vous avez rédigé un avant-dernier livre intitulé « Le multiculturalisme comme religion politique » où vous fustigez justement cette notion de multiculturalisme. Alors avant de nous dire pourquoi, dites-nous votre définition du multiculturalisme. C'est la chose la plus fondamentale à faire, c'est-à-dire sinon on se perd. Le multiculturalisme, je le définis comme une doctrine fondée sur ce que j'appelle l'inversion du devoir d'intégration. C'est-à-dire, traditionnellement, la vocation du nouvel arrivant dans un pays était de prendre le pli culturel de la société d'accueil et de dire « nous » avec elle. Donc, devait s'approprier son histoire, sa culture, sa mémoire, et ainsi, ça faisait en sorte qu'on... C'est ce qu'on appelait aussi l'assimilation? À la française, c'est ce qu'on appelait l'assimilation. Ouais. Dans d'autres pays, on utilise d'autres termes. Mais en France, c'est ce que vous appelez l'assimilation. Or... Qui est assez décrié actuellement. Oui, mais qui me semble tout à fait légitime. Et depuis une quarantaine d'années, pour différentes raisons, on a inversé le devoir d'intégration. Donc désormais, c'est à la société d'accueil de transformer ses institutions, sa culture, ses mentalités, sa représentation du monde pour se plier aux exigences prêtées à la diversité, entre guillemets. Et dans cette logique, la société d'accueil n'est plus qu'une communauté parmi d'autres dans un pays pluriel à réinventer. Donc en gros, la civilisation, ce qu'on a appelé historiquement la civilisation française, devient optionnelle à quelques égards en France, et si on dit elle doit servir de norme identitaire ou culturelle, on dira qu'elle est discriminatoire et qu'elle cherche à marquer une forme de privilège ethnique d'une manière ou de l'autre. Donc le multiculturalisme est une machine à déconstruire la nation. Quand je le critique, moi je distingue clairement, je parle d'une idéologie, d'une philosophie. Je constate que dans nos sociétés qui sont marquées par la diversité ethnique, les mouvements migratoires et tout ça, c'est justement dans un tel contexte qu'il faut avoir une culture nationale forte, une culture nationale de référence, justement capable d'intégrer ces populations nouvelles pour être capable de faire nation. Est-ce que vous pensez que cette politique d'assimilation, elle est encore possible en Occident? Je crois qu'elle l'est. Ce que je constate surtout, c'est qu'on a tout fait pour qu'elle ne le soit pas pendant, disons à peu près 30-40 ans. Je pense qu'elle l'est d'abord et avant tout parce qu'elle correspond à un désir populaire profond. C'est-à-dire ce sentiment, une peur traverse notre époque et on doit la prendre au sérieux sans mépris, c'est la peur de devenir étranger chez soi. Et de ce point de vue, parce que cette peur peut dégénérer, comme toutes les peurs en politique, mais elle peut aussi nous éclairer, eh bien, l'idée est de restaurer justement devant la diversité des populations un cadre national intégrateur. Ça correspond aux attentes de la population, et si on ne respecte pas les attentes, au moins sur le plan minimal, les attentes de la population, là, on crée des conditions de troubles sociaux, identitaires, de tensions assez graves. De ce point de vue, je pense que les conditions démocratiques sont réunies. Ensuite, ça implique de sortir d'une certaine logique. Il n'y a pas de doute de la logique diversitaire, de la repentance identitaire. Ça implique de sortir aussi de cette idée comme quoi l'histoire est toujours de trop dans la définition de la collectivité. Ça implique de réhabiliter l'imaginaire de la nation. Ça implique aussi de sortir d'un certain droit de l'homisme qui traduit en discrimination toute volonté d'intégration substantielle. Donc ça implique un choix politique, une réorientation politique. Mais je ne crois pas que ce soit impossible. Et donc, ça veut dire que vous pensez pas que le multiculturalisme, c'est un peu la clé, la solution pour un mieux vivre ensemble, comme on dit actuellement? Vous aurez deviné que c'est pas le cas. Je note par ailleurs que les Européens ont tout intérêt à se tourner vers ce qui se passe au Canada pour voir jusqu'où peut aller la logique extrême du multiculturalisme, avec par exemple le Canada qui en ce moment, pour différentes raisons, dans la culture politique canadienne, on est en train de normaliser
d'utiliser et même de valoriser et de célébrer le niqab, parce qu'on y voit le symbole ultime de l'ouverture à la diversité, et même parce qu'on est quand même audacieux par chez nous, on y voit même l'expression novatrice de la liberté féminine, parce que c'est la possibilité pour la femme de se vêtir comme elle le veut, contre toute forme de normes ou de contraintes sociales. Il faut voir jusqu'où peut aller l'idée multiculturaliste lorsqu'on la laisse aller à elle-même. De ce point de vue, je pense que la France, et ça ce qui est intéressant, dans le monde anglo-saxon, la France est souvent regardée non pas comme un autre type de pays, comme une autre civilisation, mais comme un pays archaïque, rétrograde, une forme de scandale devant la modernité anglo-saxonne. Et je pense que la France a tout intérêt de ce point de vue à se rappeler qu'elle porte un autre modèle de civilisation à l'intérieur on pourrait dire de la civilisation occidentale. On le voit dans son rapport à l'identité, à la laïcité, à la culture, aux racines chrétiennes, au rapport entre les hommes et les femmes. Je pense que la France, de ce point de vue, ne doit pas se laisser culpabiliser par le discours anglo-saxon ambiant et redécouvrir sa singularité qui est porteuse peut-être d'une autre universalité. Et pour en revenir au conservatisme, est-ce que le conservatisme finalement découle des dérives du multiculturalisme? Je dirais que dans toute société qui pousse trop loin ce que j'appelais tantôt le fondamentalisme de la modernité, mais qui oublie jusqu'à ses propres fondements, une société qui en vient à renier ses assises les plus élémentaires et les plus fondamentales, eh bien, inévitablement ressurgit ce désir de durée, ce désir de permanence. Peut-être que le conservatisme n'est rien d'autre que le nom de ces aspirations éternelles de l'âme humaine. Le multiculturalisme comme religion politique, et là vous preniez l'exemple tout à l'heure du Québec, du Canada. C'est le cas, c'est devenu une religion politique selon vous chez vous? Partout en Occident, je crois, cela dit, c'est ce que je démontre un peu dans l'ouvrage. C'est-à-dire que par religion politique, j'inscris le multiculturalisme dans l'histoire des grandes idéologies au XXe siècle. Je montre comment, à certains égards, un certain marxisme conjugué à la contre-culture s'est recyclé, restructuré, converti au multiculturalisme. Je raconte ça avec de nombreux détails, avec un développement tout à fait académique, disons ça ici, donc je l'épargnerai à vos auditeurs. Mais à tout le moins, c'est une histoire qui se raconte à partir des années 50, qui est une histoire tout à la fois française, américaine, britannique et canadienne. Et aujourd'hui, toutes nos sociétés, même si on n'utilise pas chaque fois les mêmes mots et le même langage, toutes nos sociétés sont prises avec cette disqualification de la référence nationale et conséquemment la nécessité de la reconstruire. Mathieu Bock-Côté, je le disais, vous êtes un fin observateur de la vie politique française, la vie en général en France. Vous êtes chroniqueur pour Le Figaro. Vous avez forcément suivi cette polémique ces derniers jours, cette jeune fille métisse qui a été choisie pour représenter Jeanne d'Arc lors des fêtes joanniques d'Orléans. Certains pensent que c'est une nouvelle preuve d'une dérive de ce multiculturalisme que vous décriez tant. Est-ce que cet événement est une démonstration de ce que certains appellent le grand remplacement? Oh mon Dieu, non, moi j'ai regardé cette polémique avec beaucoup de tristesse, je vous avouerai. Parce que, me semble-t-il, l'idée, c'est quand on considère qu'un mythe comme Jeanne d'Arc, qui est un mythe qui est au cœur de l'imaginaire français, un mythe qui toujours renaît parce qu'il est porteur à la fois de l'idée de libération, de rédemption, la possibilité du sursaut, eh bien, ce qui est formidable, me semble-t-il, c'est lorsque des gens qui ne sont pas, là je dis entre guillemets, français de souche, pour reprendre le mot consacré, eh bien, qu'on puisse s'approprier cet imaginaire, qu'il soit possible de s'approprier cet imaginaire intimement, de le faire sien. Eh bien, ça, c'est le génie assimilateur français. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut venir d'un peu partout, mais pour peu qu'on embrasse la France, non seulement comme projet, mais comme mémoire, eh bien, la France est capable de fabriquer des Français avec tout le monde. Et ce que je redoute dans le monde d'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la tentation racialiste, c'est-à-dire la réduction de chacun à son appartenance la plus visible, à la couleur de peau, finalement. J'y vois, quant à moi, une tentation régressive effrayante. Donc, selon vous, le multiculturalisme engendre le racisme? Ah oui, ça y a pas de doute. Mais ça, vous voyez, dans la controverse autour de la jeune fille, la jeune Mathilde, je crois, si je me trompe pas sur son nom. Elle était victime de eh bien, c'est une espèce, c'est une espèce de piège dans lequel tout le monde tombe. D'un côté, certains disent, c'est formidable, elle a été choisie parce qu'elle est métisse, ça nous sort enfin de la vieille France blanche traditionnelle. Et de l'autre côté, les gens répondent, mais il faut défendre la vieille France blanche traditionnelle. Ce à quoi on aurait dû répondre, le fait qu'elle soit métisse, on s'en fiche, qu'elle soit blanche, on s'en fiche, qu'elle soit noire, on s'en fiche. La question est qu'elle embrasse dans ce cas-là, les critères qui étaient nécessaires pour rejoindre, pour avoir ce titre. Ensuite, c'est la preuve que la France est capable de fabriquer, je le redis, des Français avec tout le monde, et pas simplement la France républicaine de 89, mais aussi la France dans ce qu'elle a de plus profond historiquement. Alors, de ce point de vue, lorsque quelqu'un embrasse un pays, il y a quelque chose, à mon avis, d'un peu triste à l'idée de le rejeter. J'ajoute que je pense que le défi pour la France aujourd'hui, avec qu'il y a des populations de diverses origines sur son territoire, c'est justement d'amener le plus grand nombre à être capable d'embrasser justement cette civilisation française. Lorsque la chose apparaît, il faut, me semble-t-il, applaudir et non pas s'en désoler. Une jeune fille qui veut embrasser d'ailleurs une formation universitaire à l'ICES, d'après ce qu'elle a dit dans les... Et qui aura comme professeur notre ami. Voilà, voilà. Très bien. Mathieu Bock-Côté, une dernière question sur cette notion du multiculturalisme. Est-ce que il est
encore autorisé de s'opposer à cette notion du multiculturalisme? De moins en moins, hein, on le constate sur les plateaux télé, on le constate dans le débat public. Vous n'êtes pas majoritaire, quoi, dans le débat d'idées. Disons-le ainsi. Qui vous avez le sens des euphémismes. Qui s'oppose au multiculturalisme est immédiatement soupçonné de crispation identitaire, d'intolérance, de xénophobie, de racisme. On le soupçonne inévitablement d'avoir quelques tentations racialistes d'une manière ou de l'autre. Et je dirais que de ce point de vue, la critique du multiculturalisme est pour plusieurs encore inimaginable. Et pourtant, elle doit être menée à la fois, je l'ai dit, au nom de l'idée de nation, au nom de l'idée de démocratie, au nom même de nos libertés. Mais vous avez tout à fait raison de dire que le débat public, on fonctionne avec un débat public où le politiquement correct convertit chaque malaise suscité par l'esprit de notre temps en dérive pathologique à condamner ou en phobie à disqualifier. Alors de ce point de vue, oui, évidemment que critiquer le multiculturalisme, ça demeure un pari. On arrive au terme bientôt de cette émission qui est donc consacrée au conservatisme. Guillaume Bernard, une dernière question pour vous. On vous a pas fait parler beaucoup, mais vous nous l'avez dit. C'était pas vous la star ce soir. Mais oui. Guillaume Bernard, on parle beaucoup d'un courant catho-conservateur qui domine un peu dans le monde médiatique catho depuis la Manif pour tous. On parle de catho identitaire, notion fustigée par plusieurs auteurs catholiques. Je pense à Erwan Le Moredec, le blogueur Cause Toujours. Son livre Identitaire, le mauvais génie du christianisme, ou encore Patrice de Plainquette, Catho, ne devenons pas une secte. Alors Guillaume Bernard, est-ce que le catholique peut-il être conservateur? Vous avez moins de 2 minutes. Écoutez, c'est très compliqué pour une bonne raison, c'est que catholique en politique, il y a c'est imprécis. Il y a évidemment un certain nombre de positions en politique qui sont déterminées par le dogme catholique, mais la plupart des questions politiques sont laissées à la prudence, à l'intelligence des fidèles catholiques. C'est pas du tout défini par le dogme. Bon. Et de l'autre côté, conservateur, eh bien, Mathieu Bocoté vous l'a dit, c'est évidemment, je dirais, un courant, un mouvement, mais qui est né, je dirais, aux confins, je dirais, à la fois de la pensée réactionnaire d'un côté et de l'autre côté d'une pensée moderne libérale. Donc par conséquent, avec deux termes ambigus, lorsqu'on les accole, ça devient encore plus compliqué. Et donc par conséquent, je crois que oui, on peut être catho et conservateur, mais il n'y a une obligation ni d'être catholique ni d'être conservateur. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mathieu Bock-Côté, merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes sociologue québécois, observateur de la vie politique française, et une soirée organisée par les étudiants en sciences politiques de l'ICES sur le thème conservatisme a-t-il encore de l'avenir? Une soirée à laquelle vous participez également Guillaume Bernard, politologue chargé de cours à l'ICES, spécialiste de l'histoire des institutions et des idées politiques. Chers amis auditeurs, merci à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de votre radio chrétienne.